Madame, monsieur, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de votre 13h. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour une heure de direct. Quel bonheur de passer ce moment en votre compagnie. Allez, vous prenez un break, installez-vous confortablement dans votre canapé. On déjeune ensemble, société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien. Tout nous intéresse, j'ai réuni autour de moi une équipe de journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Vous allez voir, chers téléspectateurs, voici le menu que nous vous proposons aujourd'hui. Zika, un nom qui inquiète le continent américain, mais pas seulement. Des Européens sont atteints par ce virus transmis par les moustiques. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et préviennent, Zika pourrait devenir une pandémie explosive. Sport, sans surprise, Serena Williams s'est qualifiée pour la finale de l'Open d'Australie et va rejoindre Angelique Kerber qui a atteint sa première finale en Grand Chelem. Et chez les hommes, Novak Djokovic est le premier à atteindre la finale. Il a écarté de son chemin Roger Federer. Le drone, cette petite caméra embarquée sur un avion sans pilote, est passé du domaine militaire au domaine civil avec un succès fulgurant. On en parlera avec son créateur israélien, des potentialités, mais aussi des polémiques qui entourent cet outil. Mais avant de rentrer dans le cœur de notre programme, on regarde ensemble les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Seconde étape de sa tournée européenne, Hassan Rouhani est à Paris. Le président iranien était reçu aux Invalides ce matin. Il sera cet après-midi à l'Elysée. L'objectif, resserrer les liens distendus entre les deux pays et surtout signer de nombreux contrats. Afrique, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo plaide non coupable devant la Cour pénale internationale alors que s'ouvre son procès. Il est accusé de crimes contre l'humanité 5 ans après la crise post-électorale qui s'était soldée par la mort de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Après sa démission hier, Christiane Taubira a quitté le ministère et le gouvernement à bicyclette en route vers une primaire à gauche. Les frondeurs et écolos en sont persuadés, même si elle affirme que non. En Israël, un nouveau blessé grave dans un attentat au couteau. Hier soir, au nord de Jérusalem, un Palestinien a poignardé un civil israélien dans le cou à plusieurs reprises. L'homme est toujours entre la vie et la mort. Maurice Yvergand, bonjour. Vous avez décidé aujourd'hui de nous parler du virus Zika. Pourquoi ? Parce que le virus Zika progresse, il est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. Il y a eu aussi 10 cas en Europe. Alors le virus transmis par le moustique tigre est dangereux pour les femmes enceintes, semble-t-il. Alors faut-il s'inquiéter ou pas ? C'est à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui. D'ailleurs, la ministre française de la Santé, Marisol Touraine, a fortement recommandé aujourd'hui même aux femmes enceintes de différer leur éventuel voyage aux Antilles ou bien en Guyane française. Raison ? Bien, le fameux virus Zika, c'est le thème de notre grand angle. Aujourd'hui, c'est un virus transmis par le moustique tigre. Il a largement progressé en Amérique latine. La piqûre de l'insecte est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes. On a en effet noté une corrélation entre le nombre de cas de Zika et le nombre de bébés atteints de microcéphalie. C'est une réduction du cerveau du fœtus qui peut avoir de graves conséquences sur le développement de l'enfant. À Bahia, on a enregistré 533 cas de bébés atteints de microcéphalie depuis octobre dernier, dont plus de la moitié dans la seule ville de Salvador. Alors face à cette épidémie, un hôpital de la ville a mis en place une consultation spéciale pour les bébés malades afin d'orienter leurs parents. Regardez. L'hôpital des œuvres sociales de l'État de Bahia au Brésil voit affluer un peu plus chaque jour des parents de nourrissons inquiets. Claïs, la mère du petit Pietro, a contracté la maladie entre le 4e et 5e mois de sa grossesse. Lors d'une échographie effectuée au 8e mois, les médecins diagnostiquent une microcéphalie, un rétrécissement du cerveau du bébé. Dès sa naissance, le nourrisson a été pris en charge par les services de soins du centre hospitalier. Depuis, la crainte des parents grandit. C'est une chose nouvelle, on ne sait pas encore ce qu'il en sera. Personne ne sait encore s'il pourra marcher, s'il pourra parler. C'est quelque chose qu'on découvrira avec le temps. Alors oui, on a peur. On ne sait pas s'il va marcher ou non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Pour aider les parents de Pietro et les 4000 autres cas de microcéphalie détectés, les autorités brésiliennes ont mobilisé 220 000 soldats. Les militaires iront de foyer en foyer le 13 février prochain pour distribuer des dépliants sensibilisant aux moyens de lutte contre l'épidémie. Nous prévoyons d'atteindre au moins 3 millions de ménages, mais de toute évidence, la portée de cette action sera beaucoup plus large. Parmi les mesures prises par le pouvoir du Brésil, le ministère de la Santé a recommandé pour l'heure aux femmes de reporter leur grossesse. Et pour cause, le virus augmenterait le risque de microcéphalie chez les bébés. Pour le moment, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le lien entre le Zika et la réduction de la taille du cerveau ne sont toutefois pas établis scientifiquement. Michael Wolf, bonjour, bienvenue. Vous êtes pédiatre et vous avez un diplôme universitaire en infectiologie. Alors, le lien entre le virus Zika et la microcéphalie, cette pathologie, est-il avéré? Alors, officiellement, d'après Margaret Chan, la directrice de l'OMS, non, ce lien n'est pas encore formellement démontré, mais elle déclare que les suspicions sont assez élevées, donc on peut présager qu'on se dirige vers cette situation. Alors, si le lien n'est pas vraiment avéré, pourquoi au Brésil, par exemple, les autorités demandent aux femmes de reporter une grossesse, ce qui est quand même énorme? Est-ce qu'on nous cache quelque chose ou bien est-ce qu'il s'agit finalement d'un principe de précaution? Non, je pense qu'on est vraiment dans un principe de précaution et pas autre chose. On est devant un problème, on a deux solutions extrêmes. Soit on arrive à éradiquer en quelques jours tous les moustiques d'Amérique du Sud, soit eh bien, on évite les risques éventuels de microcéphalie et le seul moyen qu'on a, c'est de demander aux femmes de ne pas tomber enceintes. C'est un cas extrême, mais c'est une solution proposée par les gouvernements pour un petit peu se protéger eux-mêmes. En cas de contamination de la maman, est-ce qu'on peut éviter les dégâts pour le bébé? On ne sait pas encore. Il n'y a pas de traitement évidemment contre le Zika. On ne connaît absolument pas le mécanisme pathogène pour une éventuelle microcéphalie, donc on n'a aucune prévention pour les éventuels dégâts. Mais ce moustique tigre, il est déjà connu, il est déjà responsable de la dengue ou bien du chikungunya dont on a beaucoup parlé. En quoi il est différent ce virus-là? Il n'est pas différent, ce virus existe déjà. Il est plus virulent? Il n'est pas plus virulent. Regardez, les symptômes de ce virus sont extrêmement banaux. 80% des personnes atteintes sont asymptomatiques. Seulement 20% d'entre elles le sont, à savoir des symptômes de petite fièvre, de douleurs articulaires, vraiment des syndromes grippaux, avec aussi une éruption et éventuellement des douleurs. Donc ça, c'est les symptômes. Ça, c'est les symptômes. Alors, la nouveauté avec ce virus, eh bien, c'est ces découvertes et ces suspicions de problèmes de microcéphalie chez les nouveau-nés. Et ça, c'est la grosse nouveauté et la grosse inquiétude. Mais dites-moi, docteur Wolf, vous n'avez pas l'impression que tout ça, c'est un peu de l'exagération, que finalement, ça stresse les gens? Parce que quand on parle de la grippe, du virus de la grippe, c'est quand même beaucoup plus meurtrier que ce genre de virus-là. Mais quand on parle de la grippe, on se pose aussi la question, est-ce qu'on n'exagère pas aussi avec la grippe? Alors évidemment, la grippe est beaucoup plus meurtrière, mais on est habitué, on a des vaccins contre la grippe et on peut proposer aux gens de se protéger. Pour le moment, on n'a pas de moyen de prévention efficace et concret pour le Zika. Alors, on vient de le voir, le virus Zika frappe en plein fouet le Brésil et toute l'Amérique latine, mais il faut remonter à beaucoup plus loin dans l'histoire pour retrouver les premiers cas de contamination chez les hommes, Jonathan Serrero. Oui, tout d'abord, Valérie, il faut préciser que le Zika a d'abord touché les animaux et plus particulièrement les singes. Je vous propose d'effectuer un voyage à travers le temps et l'histoire et à travers le monde aussi. On va remonter jusqu'en 1947. 1947 correspond à l'année où le premier cas de Zika a été détecté sur un macaque en Ouganda, dans la forêt de Zika, d'où le nom de Zika. Et cette forêt, où elle se trouve, figurez-vous, sur l'île d'Entebbe, une île bien connue, un nom bien connu dans l'histoire d'Israël. On va aller ensuite en 1964. Le premier cas chez l'être humain est identifié avec l'installation des hommes dans les forêts d'Ouganda, mais aussi au Nigeria ou en Tanzanie. Enfin, on fait un bond jusqu'en 2007 avec la première grande épidémie de Zika en Micronésie, dans le Pacifique. En 2013, 55 000 personnes sont recensées en Polynésie française. Et en 2015, là, c'est le cas des contaminations qui explosent. Oui, Valérie, on est au bord, on est même dans la pandémie et le virus s'est propagé
propagé comme une traînée de poudre, notamment en Amérique du Sud. On va le voir tout de suite sur cette carte. Le Brésil est le pays le plus touché, on vient de le voir dans le reportage, même si les autorités refusent de communiquer sur le nombre de cas recensés. On sait aujourd'hui que le virus a fait 5 victimes et 4000 cas de microcéphalie, rétrécissement donc du cerveau du bébé, sont recensés aussi, sont observés. En deuxième position, on trouve la Colombie avec 600 000 cas, 600 000 infections lors de ces dernières semaines, et 890 femmes enceintes ont aussi été contaminées. D'autres cas sont recensés au Costa Rica, aux États-Unis, au Mexique, dans toute l'Amérique latine. L'Europe est aussi concernée. Maurice, que font les autorités sanitaires pour ne pas faire face à une pandémie? Pour le moment, ce sont des réactions ad hoc. C'est-à-dire que la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est d'asperger d'insecticides certains secteurs sensibles où les moustiques prolifèrent. Mais disons, 3 mois après les premières alertes médicales, au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a décidé de réunir une commission de tous les ministres des Affaires étrangères d'Amérique latine, les ministres de la Santé d'Amérique latine, afin de trouver une solution régionale, parce que c'est là où tout va se jouer. Alors tant que cette réunion n'a pas eu lieu, on ne sait pas exactement quelles mesures vont être prises. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, je vous l'ai dit, 21 pays sur 55 du continent américain sont déjà concernés. Alors face à cette menace, il y en a qui ont très peur. C'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui a déjà appelé à tout faire pour améliorer les diagnostics et les soins. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de vaccin. Alors, le président Obama et les centres médicaux aux États-Unis ont déjà conseillé à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans les zones infectées. Alors justement, face à l'expansion de ce virus Zika, les scientifiques semblent pour le moment en tout cas pris de court. Un vaccin ne sera prêt pour les tests que dans les 2 prochaines années et à la disposition des services sanitaires dans les 10 ans à venir. En attendant, les scientifiques tentent de modifier génétiquement les moustiques. Écoutez. Quand ils s'accouplent avec une femelle sauvage, toutes les larves meurent. Mais une femelle moustique peut produire jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie, ce qui représente 500 moustiques de plus dans le monde. Mais si elle s'accouple avec un de nos moustiques, ces œufs ne seront pas viables. Si vous vous concentrez sur le problème des moustiques et que vous pouvez le contrôler, alors peu importe si le virus mute et peu importe si un nouveau virus fait son apparition, car vous avez bloqué la seule manière dont le virus peut être transmis aux humains. Nous relâchons un moustique mâle lui-même inoculé. Il ne peut faire de mal à personne. Ce mâle ne pourra faire que 2 choses. Il s'accouplera avec une femelle, dans quel cas elle ne produira pas d'œufs viables, ou il ne le fera pas. Mais dans les 2 cas, les larves mourront. C'est une voie sans issue. Il n'y a rien qui change réellement. Vous ne faites que contrôler et réduire la population. Si nous devions arrêter de relâcher nos moustiques, ils disparaîtraient de l'environnement et leurs larves avec eux. Docteur Wolf, c'est une solution de modifier génétiquement justement les moustiques? Alors, c'est assez nouveau, mais ça pourrait en être une, afin de faire disparaître les moustiques qui risquent de transmettre le fameux virus, et aussi le chikungunya, comme on a dit, et la dengue. Là, en l'état, y a-t-il des préventions particulières à prendre? Alors, il faut éviter de se faire piquer par le moustique. C'est la seule prévention qu'on peut conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, porter des vêtements longs, des chemises à manches longues, des pantalons longs, des chapeaux, se mettre des produits pour évincer les moustiques et mettre des moustiquaires. On peut aussi assécher les petits points d'eau, même les points d'eau les plus petits comme les pots des fleurs, et nettoyer les tuyauteries qui couleraient. Est-ce que c'est contagieux? Alors, c'est contagieux, mais pas d'individu à individu. Pour transmettre le virus Zika d'un individu à l'autre, ça doit passer par un vecteur, et ce vecteur, c'est le moustique. Donc, on peut s'approcher, être en contact proche d'un patient atteint du Zika et ne absolument pas être contaminé. Tant qu'il n'y a pas de virus. Il y a des contaminations déjà? Alors, il y a des cas qui apparaissent en Europe, notamment au Royaume-Uni, au Danemark, au Portugal, en Suisse. Ce sont tous des gens qui ont été contaminés en Amérique latine et qui sont revenus. Ce ne sont pas des nouvelles contaminations dans ces pays-là. Et en Israël? Il y a eu un cas la semaine dernière d'une petite fille de 2 ans revenue de Colombie. Elle a été hospitalisée au centre Tel HaShomer. Elle va parfaitement bien et au bout de quelques jours d'observation, elle est rentrée chez elle et tout se passe très bien. Merci beaucoup, Michael. Le carnaval.
Le carnaval de Rio, c'est à peine dans 10 jours, mais le Brésil est déjà en fête déguisé en Aphrodite ou bien en Apollon. Les cariocas défilent dans les rues de Rio sur le thème de l'Olympe. Un clin d'œil aux Jeux Olympiques qui seront organisés dans 6 mois. C'est l'occasion pour les autorités sanitaires d'accentuer leur campagne de prévention alors que le pays connaît une grave épidémie du virus Zika. Rio a déjà enfilé ses habits de fête. Pourtant, l'ambiance festive qui règne à 10 jours de la tenue du célèbre carnaval est trompeuse. Malgré les sourires, les cariocas sont inquiets. Oui, bien sûr, je suis très préoccupée. Toutes les heures, je passe de l'anti-moustique pour me protéger, mais j'essaie de ne pas devenir folle ou paranoïaque sans sortir de la maison de peur d'attraper le virus. Mais j'évite de porter des vêtements sombres parce qu'ils attirent plus les moustiques et je mets de l'anti-moustique tout le temps. Pour dissiper les craintes de la population, le secrétariat de la santé de l'État de Rio a lancé une campagne de sensibilisation intitulée XO Zika. Un défilé a même été organisé dans les rues de la ville réunissant des milliers de personnes. Le thème choisi, la Grèce antique et les Jeux Olympiques que Rio accueille cet été. À 6 mois du plus grand événement de sport au monde, l'objectif est de valoriser l'image de la ville. Cette maladie est très grave et il faut la combattre et tout le monde doit y participer. Le carnaval doit la combattre, les médias, les étrangers et les Brésiliens. Tout le monde doit s'unir pour lutter contre le moustique. Près de 400 kits contenant des capes, des bracelets et une tiare dorée arborant l'image d'un moustique ont été distribués. On m'a donné ce déguisement ici quand je suis arrivée. Les filles le distribuaient et elles nous ont demandé de prendre 10 minutes par semaine pour aider à contrôler l'épidémie. Pour freiner l'expansion de la contamination, les services sanitaires de Rio ont aspergé d'insecticides mardi le sambodrome de la ville, l'arène où vont se dérouler les luxueux défilés des écoles de samba ainsi que les compétitions de tir à l'arc pendant les Jeux Olympiques. Et c'est l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis, le Super Bowl, la finale du championnat de football américain qui voit s'affronter les vainqueurs des 2 conférences pour le titre de champion de la NFL. Le 7 février prochain, cette grande tradition sportive américaine opposera les Denver Broncos aux Carolina Panthers sous le soleil de Californie au Levi's Stadium. Une seule question sur les lèvres, quelle équipe va triompher? La tension monte et les publicitaires en profitent. Bonjour Virginie Khalifa. Bonjour Valérie. Alors effectivement, vous l'aviez dit, le Super Bowl, c'est quand même l'événement le plus attendu aux États-Unis. On assistera cette année à la 50e édition qui aura lieu donc le 7 février au Levi's Stadium de Santa Clara, c'est en Californie. Alors pour vous donner une idée de cette big production, pour reprendre votre accent anglais Valérie, qui est d'ailleurs super, en 2015... non mais là j'en profite, je suis avec des garçons, pour une fois ça me change. Alors en 2015, il a été suivi par plus de 112 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme, et chaque année ça augmente, et généré 331,8 millions de dollars d'investissement publicitaire, et ce n'est pas rien. Donc quand on dit Super Bowl, on dit bien évidemment super publicité. Et aujourd'hui, et cette année, pour fêter ses 20 ans, c'est Pokémon qui met le paquet et qui crée le buzz sur Internet avec une publicité digne d'Hollywood, vous allez le voir. Alors Game Freak et Nintendo se sont associés, ils nous livrent aujourd'hui sur Internet un spot d'1 minute, 30 secondes seront récupérées et diffusées lors du Super Bowl. Je vous propose tout de suite de découvrir cette publicité qui a été tournée au Brésil. Oh, on regarde. Bon, alors c'est de la super production hollywoodienne, on vient de le voir, et je suis sûre cette année, vous, Maurice Yvergan, vous n'allez rater sous aucun prétexte cette finale. Je ne suis pas sûr que je vais la regarder. Mais Virginie, qu'est-ce qu'ils veulent vendre Pokémon? Qu'est-ce qu'ils vendent? Je n'ai pas très bien saisi. Alors là, on fête son 20e anniversaire.
Et on profite de cet événement parce que c'est un événement qui est le plus regardé aux États-Unis pour pouvoir faire de la pub et être sûr de cibler un maximum de personnes. Donc là, pour fêter les 20 ans, eh bien, on met à l'honneur Pokémon et tous ses personnages. D'autant que c'est un public qui est très familial, qui regarde le Super Bowl. Avec un message, Maurice. on peut le faire, ils peuvent le faire, on va le faire. Allez, il y a aussi un concours chez Doritos en cette saison. Alors Valérie, il faut savoir que Doritos, c'est quand même une des pubs les plus attendues lors de cet événement. Ce sont des chips, des chips triangulaires, il y a tous les goûts, on en parlera après l'émission. Alors sur son site dédié, le fameux Doritos a lancé un concours, comme chaque année, un concours, donc chacun crée sa pub, la poste, et puis les gens vont sur le site, votent pour leur pub préférée. Alors le prix à gagner est de $1 million. C'est pas énorme, si c'est quand même énorme. Et en plus, on voit sa publicité diffusée lors de cet événement. Les manger, non, à mon avis, c'est plus avantageux de faire la publicité pour les Doritos. Alors, au goût du jour, les publicités retenues surfent sur les sujets les plus populaires du web, donc les bébés, les chiens, et bien évidemment, aujourd'hui, il faut le dire, Tinder. Alors on a Ultrasound, Doritos Dog et Swipe for Doritos. Ultrasound, c'est l'histoire d'une femme enceinte en clinique. Alors non, c'est pas ces images, on va les voir, c'est celle d'avant. Une femme enceinte. Alors on les a vues. Alors effectivement, donc le papa est avec la maman, on est en pleine échographie, et puis là le papa a envie de manger des Doritos, il les mange, et le bébé entend les Doritos, et tout à coup il suit les Doritos. Quand il remarque que le papa ne peut pas lui donner de Doritos parce qu'il est dans le ventre de sa maman, et bien le bébé sort automatiquement, il n'attend pas les 9 mois. Un autre spot publicitaire qui s'appelle Doritos Dog, qui surfe lui sur le buzz des chiens et des chats, enfin plutôt des chiens. On voit des petits toutous devant un supermarché qui veulent acheter des Doritos. Maurice, ça vous fait rire. Et puis finalement ils ne peuvent pas parce que c'est interdit aux chiens, donc ils vont se déguiser en monsieur et madame tout le monde avec une tête de chien, vous allez le voir sur ces images, et finalement ressortir avec des Doritos. Et le troisième spot publicitaire qui surfe sur la vague Tinder nous montre un homme. Cet homme est en train de faire un rencard, et puis finalement vous allez le voir sous le système de match, il va swiper, c'est ce qu'on appelle swiper, donc balayer les candidates les unes après les autres jusqu'à ce qu'il tombe sur cette femme que vous allez voir apparaître à l'écran. C'est elle qui mange finalement des Doritos, et donc c'est la femme de sa vie, ça match, ça marche, jackpot. Mais si je comprends bien, le public, c'est un public d'enfants, quoi, du Super Bowl. Surtout des familles. Des familles. Des familles, oui, c'est vraiment la soirée à ne pas rater en famille là-bas. Alors, s'il y en a un qui mérite un Doritos, c'est bien Djokovic, Samuel. C'est un paquet entier, je pense, parce que vraiment ce qu'il a fait, c'est très très bien. Sur le match, il vient juste de gagner contre Federer, donc il a pris le dessus dès le départ en gagnant 2-7, donc 6-1 à 6-2. Le Suisse, il a réussi à reprendre l'avantage sur le troisième set. On rappelle qu'il a 34 ans quand même, Federer, donc c'est difficile de lutter contre un jeune comme Djokovic, mais rien à faire sur le quatrième set. Djokovic qui a repris l'avantage. On rappelle qu'il est numéro 1 mondial, et au prochain match, donc pour la finale, ce sera soit Andy Murray, soit Milos Raonic. Oui, c'est pas facile pour Federer, qui continue, qui ne lâche pas. C'est vraiment un passionné, cet homme-là. C'est vrai, il a plein Bravo à lui. Et c'est vrai qu'on est derrière lui parce qu'on aimerait quand même qu'il en gagne des matchs, un maximum avant de s'arrêter, avant de prendre sa retraite, même si ça sera un jeune retraité. Résultat des demi-finales dames, on en est où ? On en est avec toujours Serena Williams, on l'attendait là où elle est, bien sûr. Donc elle a gagné contre Radwanska, donc un match relativement facile quand même, avec un premier set 6-0 et un deuxième set 6-4. Ce sera la 7e finale pour Serena, pour l'Open d'Australie, et on va l'écouter d'ailleurs juste après sa victoire. Je suis tellement excitée de participer à une autre finale, c'est une nouvelle exceptionnelle pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de jouer un bon tennis. J'arrive pas à le croire. Et on connaît son adversaire à Serena. Ça sera Angélique Kerber, une Allemande, et elle, alors magie. C'est la première fois qu'elle atteint une finale de Grand Chelem. Bravo à elle. Première fois pour elle. Félicitations. Elle s'est imposée face à Johanna Konta en 2-7, 7-5, 6-2. Donc elle est restée quand même solide jusqu'au bout. Elle est classée numéro 6 quand même mondialement, donc c'est pas mal. Et il faut rappeler que donc elle va affronter Serena. Il faut rappeler que Serena, elle n'a jamais perdu une finale à l'Open d'Australie. Donc il va falloir être courageuse. Il faut qu'elle soit courageuse. Donc bon courage à Kerber. On va écouter Kerber juste après sa victoire.
Je pense vraiment être prête. J'ai eu des hauts et des bas, mais cette finale arrive au bon moment de ma carrière parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience ces dernières années. J'ai battu les meilleures joueuses. Je suis moi-même une des meilleures joueuses mondiales. Alors hier, c'était la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Notre émission y était consacrée, mais aujourd'hui, Samuel, vous avez voulu nous faire découvrir une grande sportive qui a justement échappé à l'Holocauste. Regardez. Du haut de ses 95 ans, Agnès Keleti est la championne olympique la plus vieille encore en vie. Sa souplesse est restée intacte, tout comme ses souvenirs d'une période sombre, où elle a dû échanger son identité juive avec celle d'une jeune femme de maison chrétienne dans un village hongrois, pour échapper à l'Holocauste. J'étais Agnès Klein. Piroska Juhas était la femme de maison et j'ai échangé mes habits et mes papiers. Bien sûr, elle n'avait pas besoin de papiers car il suffisait de la regarder pour savoir que c'était une bonne petite chrétienne. Malgré son âge, il n'est pas rare de la croiser dans une salle de gym où elle continue à partager ses bons conseils avec de jeunes sportifs en devenir. Pour les enfants, la chose la plus importante est qu'ils grandissent intellectuellement avant toute chose, aussi physiquement, mais le mental est la première chose. Sinon, ils ne seront pas de bons gymnastes s'ils ne sont pas assez intelligents ou multidimensionnels. J'ai fait de la compétition, non pas parce que j'aimais ça, mais parce que je voulais découvrir le monde. Résidant en Israël, Agnès Keleti a laissé une trace indélébile dans l'histoire mondiale des Jeux Olympiques en remportant 10 médailles. Et merci à vous d'avoir été avec moi sur ce plateau. Chers téléspectateurs, restez avec nous dans quelques instants. Le grand dossier de la semaine proposé par Marie Semelin, le drone. Nous recevrons son inventeur David Harari et nous parlerons aussi voyage, beauté et sans doute gastronomie. Restez là.